la chose, c'est de remettre de l'excellence. La relation humaine, c'est concevoir des liens. Et pour ça, il a fallu quoi ? Se rendre compte qu'il nous manquait quelque chose. On avait banalisé, et puis quelque part, on se suffisait à avoir un service dans un restaurant, un peu comme dans n'importe quel commerce. Mais un restaurant, c'est un lieu particulier. On est dans une forme d'intimité. On va nous nourrir. On va nous écouter. On va échanger. Et on va répondre par rapport à une envie précise, et voire même, on va nous demander des conseils. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Alors les amis, je vais commencer par vous présenter mes excuses à propos de l'invité qu'on reçoit aujourd'hui. Comme vous le savez, dans ce podcast, on parle de la restauration au sens large et on ne peut pas recevoir uniquement des chefs renommés et des producteurs passionnés. C'est contractuel, on doit aussi parler à des porteurs d'assiettes, aussi appelés les serveurs. Stop ! Alors, c'est probablement comme ça que j'aurais fait mon introduction au début de ma carrière en cuisine, quand j'étais jeune et un peu con. Alors aujourd'hui, T'es plus jeune. je suis probablement toujours aussi con, mais t'as raison, je suis certainement moins jeune. Et ce que l'expérience m'a appris, aussi bien comme client que comme professionnel, c'est qu'un restaurant est probablement meilleur avec un excellent service et une cuisine moyenne que l'inverse. L'art de bien recevoir est une chose bien plus difficile qu'il n'y paraît. Et on va se le dire franchement, les cuisiniers peuvent être à de rares occasions, ils peuvent être un peu de mauvaise foi, faire preuve d'impatience et même ils ont parfois une capacité de communication un peu limitée. Alors pour en parler, on reçoit un homme qui a beaucoup d'années d'expérience dans le service. Il exerce toujours et partage son savoir en tant que professeur à l'ITHQ. Aujourd'hui, c'est Thierry qui est dans le jus. Salut Très Thierry. bien. Bonjour, vous allez bien ? Ça va et toi ? Très bien, bienvenue dans ma salle de cours. Ah oui, belle salle de cours, belle salle grande. de cours. On est dans la salle du resto de l'ITHQ. Voilà, Il y a un nom ce resto ? Le RDI. le RDI. Et il faut savoir que c'est un endroit, c'est un des 2 restaurants d'application de l'Institut. On a le premier restaurant, donc la Relève Gourmande, qui est au 2e étage, qui permet un petit peu, pour apprendre ses gammes, autant en cuisine, en salle à manger, pour apprendre les gestes de base. Et Pour les porteurs d'assiettes, Et un excellent deal au niveau du prix, parce que c'est ouvert au public, je tiens à le dire. attention, on est complet longtemps à l'avance. Oui. Voilà, et on va passer à un 2e seuil. Dès que les étudiants vont venir donc, au RDI, on va passer à un autre niveau. On va dire qu'on va apprendre dans un premier temps ce que tu croyais et qui, j'espère, va changer à la fin de l'interview sur toi par rapport à qui était le personnel de salle à manger. C'était quelle est la raison du client ? Que veut le client ? Je pense qu'on apprend ça dans toutes les écoles hôtelières, de répondre aux besoins du client. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est de par un cheminement où je pourrais expliquer un petit peu ce que j'ai fait au niveau de ma carrière qui m'a amené à cette réflexion. C'est qu'au bout d'un moment, il ne faut pas simplement répondre au client « que veut-il ?» Je vais donc lui apporter. C'est « qui Comprendre. est-il » Qui est-il ? Et comprendre quel est le client, c'est aller bien au-delà du besoin alimentaire, la raison première pour laquelle il va venir dans une salle à manger. Savoir identifier et accompagner, c'est créer un lien entre le client et l'âme de la maison, par le prétexte de l'assiette. Et c'est là où il y a une vraie différence entre le porteur d'assiette qui ne fait qu'un rôle utilitaire d'amener le plat On à est la dans le maison, mécanique là. et le service d'un restaurant, le service d'une maison, qui est là pour transmettre quelque chose, une valeur ajoutée par rapport à l'assiette. C'est ça ? Voilà, alors même dans ce cas-là, je dirais qu'une entreprise, un restaurant, c'est une entreprise, c'est un business. Oui. D'accord ? Ce business, il y a des investisseurs. Demain, tu ouvres un restaurant. Tu investis, tu achètes de la vaisselle, des tables, des murs, une cuisine. Tu mets du personnel et tout, mais ça reste ton affaire à toi. Tu ne peux pas être en contact avec tous les clients. Donc il faut avoir un personnel capable d'être le visage et d'être la voix
et l'interaction à la hauteur de ton investissement. Donc pour ça, il faut leur donner des modèles de pensée qui va créer effectivement une expérience client particulière. Et je pense qu'aujourd'hui, les clients sont capables de trouver dans énormément de restaurants une satisfaction de l'assiette. Oui. Donc il faut marquer la différence autrement. Le décor, on le voit une fois. On y fait attention une deuxième fois. Pareil pour l'assiette. Mais le fait de nourrir la reconnaissance humaine, c'est quelque chose qui se fait tellement en pleine conscience que c'est une chose qui devient quelque part quasiment l'ingrédient principal du fait de fidéliser la clientèle. Et si ce n'est pas la chose principale, ça reste un ingrédient primordial. Alors, je voulais te poser cette question à la fin de cet entretien. C'est déjà fini ? Non, mais là, là, tu abordes le sujet. Donc, je voulais te poser un petit peu la question parce que c'est dans quelques jours, c'est l'anniversaire de naissance de Monsieur Paul Bocuse, qui lui, on le sait, a porté le cuisinier en haut de l'affiche, reléguant un petit peu le service au deuxième plan. Voire au troisième, puisque les sommeliers se sont intercalés si on devait scinder le service entre la sommellerie et le service. Il y a eu des phénomènes de médiatisation relativement fortes. Effectivement, je pense que c'est depuis Escoffier, où effectivement la cuisine est sortie du sous-sol et s'est mise dans les salles à manger. On a eu ensuite une évolution vers la sommellerie, par le biais notamment de tout ce qui était concours qui pouvait donner une certaine visibilité, mais on a laissé dans l'ombre ce qui était le service, qui pourtant reste la relation humaine la plus longue et la plus constante que l'on puisse avoir entre le client et l'établissement. Et c'est là où j'aimerais remettre des lettres de noblesse sur ce métier qui est trop souvent perçu en Amérique du Nord comme un job. Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas la chose. La chose, c'est de remettre de l'excellence. La relation humaine, c'est concevoir des liens. Et pour ça, il a fallu quoi ? Se rendre compte qu'il nous manquait quelque chose. On avait banalisé, et puis quelque part, on se suffisait à avoir un service dans un restaurant, un peu comme dans n'importe quel commerce. Mais un restaurant, c'est un lieu particulier. On est dans une forme d'intimité. On va nous nourrir. On va nous écouter. On va échanger. Et on va répondre par rapport à une envie précise, et voire même on va nous demander des conseils. Et donc, mais ils font du bruit ceux-là, mais on est dans un resto, il y a le staff est en train de goûter du vin, ça s'entend. Et ça teste du vin, ça goûte pas, ça teste. Ça teste, ouais, mais ça c'est démonstration de vin. C'est un argument tout ça, mais on couvre autre chose. Non, ce que je veux dire, c'est que le contact client, on avait oublié de lui donner une âme. On l'écrivait de façon mécanique, mais on a envie de remettre des lettres de noblesse. Et pour ça, il fallait avoir envie de remettre une stratégie de communication. Donc pour ça, même si c'est décousu, je vais dire d'où ça vient, cette prise de conscience. Et après, qu'est-ce que j'ai mis en place pour essayer de concrètement définir c'est quoi un contact client en salle à manger. Mais alors, vas-y. Ouais. Déjà, il y a une question qui me taraude. Là, tu as dit en Amérique du Nord, c'est une job. Ouais. On entend souvent, déjà, pourquoi tu dis ça ? Première question. Et la deuxième question, c'est au contraire, on entend souvent les gens qui disent en Europe, on sert moins bien qu'en Amérique du Nord maintenant. Alors ça, c'est des généralités. D'accord ? Donc déjà, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, et c'est propre à chacun. Alors évitons de se limiter à ça. Si je dis c'est un job, c'est parce que quelque part, déjà, je pense qu'on voulait juste des porteurs d'assiettes, et on considérait que ce métier était simplement mécanique. On n'avait pas une historique, on n'avait pas une histoire derrière, justement, où il y avait une certaine chorégraphie. Et cette chorégraphie, pour faire un peu écho à la deuxième question par rapport à l'Europe, jusque fin des années 80, le client venait et avait besoin d'une reconnaissance humaine et on l'accompagnait. Quelque part, manger, c'était un lieu, mais c'était aussi des échanges. Peu importe ce qu'on prenait, mais ce qu'on voulait, c'était être accompagné par quelqu'un durant tout le repas, auprès de qui on avait une certaine... un peu comme si vous alliez au
ce qui n'est pas le cas pour moi, au salon de coiffure, vous êtes capable de dire des choses dans ces moments d'intimité que même certaines personnes de votre famille ne savaient pas. On est à la fois des inconnus, mais on est en même temps extrêmement proche des clients. Et quand on sait qu'on est proche des clients, il est bon de savoir qu'est-ce que ça nous permet. Qu'est-ce que le client voudrait que l'on soit par rapport à cet instant précis. Et donc, on doit se mettre ce qu'on appelle en position perceptuelle. Qu'attend-il de nous ? Mais autant il y a de qu'attend-il ou qu'attend-elle de nous qu'il y aura de clients. Donc, il faut essayer de deviner pourquoi est-il là, mais qui est-il et comment vais-je l'accompagner durant le temps d'un repas. C'est ça, parce que le client, tu vas pas lui dire « Ok, qu'est-ce que vous attendez ?» Si tu lui poses cette question, il va dire « J'attends que tu m'amènes à manger. » quoi. Voilà. C'est ça, mais alors que... En fait, ça, c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend, ça, c'est le job. Mais là, encore une fois, exemple, ce midi, on vient de faire un service avec nos clients. J'aime saluer tous mes clients à la sortie parce que je prends le pouls de ce qu'ils ont vécu. Mais je ne leur demande pas. C'est eux qui vont me le dire. Ils vont me dire « Waouh, on ne s'attendait pas à ça. On est venu pour manger de telle heure à telle heure. » Mais dans cet espace-temps-là, mes apprenants ont consciemment mis en place des stratégies de communication. On est dans une école, donc ils apprennent, ils testent. À la fois, ils le font et ils sont observateurs de ce qu'ils font par rapport aux clients. Aujourd'hui, quelqu'un en salle à manger doit être un créateur d'émotions. Il n'y a pas que des émotions à travers le « c'est bon ». Non, c'est « ok, l'accueil était autre chose ». À quoi on s'attendait, ce n'était pas comme dans un magasin de chaussures. Je peux me permettre de faire un espèce de une réduction rapide, c'est « bonjour, comment allez-vous » Ça, la personne ne l'entend pas. C'est « madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus ». La réservation est à quel nom ? C'est pas « avez-vous une réservation ?» Il y a on parle plus autant à la personne, à ses oreilles qu'à ses yeux et qu'à son inconscient. Et là tu parles à des restaurants gastro ou à des restaurants de quartier ? Parce que tu parles pas de la même façon, tu n'abordes pas le même style, tu n'apportes pas le même vêtement, là tu entraînes des gens pour le gastro. Là. On est d'accord ? Est-ce que je vais te répondre par une question. Oui, chinois, style chinois. Non, attends, facile. Tu imagines, tu es un musicien, je te donne une guitare, je te dis, fais-moi un petit morceau de musique autour d'un feu de camp. Et je veux que ce soit sympathique. Tu vas y arriver ? Si tu es un musicien, oui. Ok ? Tu es le même musicien, je te donne une guitare, je te dis, on va jouer avec un fil harmonique. Tu t'accordes au fil harmonique. Est-ce que tu peux le faire ? Réponds oui, ce sera mieux. Ouais, Bonne réponse. Je pense que tout est question de circonstances. Si derrière, tu as appris à bien jouer de la musique, tu sauras t'adapter à ton client. On est d'accord. D'accord ? Donc je pense que être professionnel, c'est avoir une grande souplesse. On s'adapte au client. Apprends tes gammes. Et t'apprends une fois que tu connais tes gammes par cœur, ta gamme, c'est le client. Niveau, tu peux t'adapter à... C'est un business. Je veux que l'employé qui va travailler dans de la bistronomie ou dans un gastro ait la même conscience du client. Il ne va pas imposer son jeu, il va s'adapter à l'attente du client. On va l'accompagner, c'est comme une danse si tu veux. On va danser, peu importe, un danseur saura faire du rock ou une valse, il sera capable d'avoir toute une gamme de possibilités pour s'adapter au client. Est-ce que tu crois que dans un restaurant comme ça, je n'ai que des gastronomes qui vont venir ? Non. Est-ce qu'on va traiter le client de la table qui est là ou là de la même façon ? Non. L'intelligence, c'est de savoir comprendre pourquoi est-il là, que veut-il, qui est-il, et d'une table à l'autre, on ne parlera pas de la même façon. C'est un connaisseur, c'est un gastronome. Utilise un langage élaboré. Accompagne-le avec des termes élaborés. C'est une personne, elle est en découverte pure. Elle n'est pas tout à fait à sa place. Regarde son non-verbal, on sent une certaine fébrilité. Accompagne-la pour qu'elle se sente à sa place. Rassure-la. Et utilise un langage qui soit accessible. Donc ce jeu, c'est de ne pas demander au client qui il est, ce qu'il veut, c'est de comprendre qui il veut, qu'attend-il, quel est son niveau de connaissance, et de s'accorder à chaque fois avec le client pour que dans l'absolu, tous nos clients se sentent bien. Donc il faut avoir une très très grande souplesse. Ne pas imposer un style, mais adapter par rapport à l'attente du client le style qu'il attend pour se sentir bien. Alors, toi ici, là, dans le restaurant, c'est Ouais. quoi ton rôle officiel ? Alors, moi, dans là, le restaurant. je suis professeur. Ok.
ce que je fais, c'est que je vérifie que mes étudiants soient capables de comprendre qui est le client. Donc tu es manager en fait. On va dire ça. Dans un restaurant, tu seras un manager ou le maître d'hôtel. Alors, je vais être, en fonction des services, des fois je suis le maître d'hôtel. Au début, dans ma stratégie, je suis un employé avec mes étudiants, puisqu'on ne peut pas leur demander de faire si on ne leur démontre pas. Et là, ils te shadow. Pardon ? Style, ils se mettent en shadow, c'est-à-dire ils se mettent derrière toi, ils te suivent, et ils essaient de comprendre comment tu interagis avec les clients. Pour aller au-delà de vous devez faire, c'est je vais vous montrer ce que vous allez faire. Quand vous le faites, je le fais avec vous. Et le but du jeu, c'est que dans la formation, je m'efface de plus en plus jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement autonomes. Ils n'ont pas de savoir absolu au départ. Leur disque dur reste vierge. Alors, on passe par un travail qui est compliqué, c'est qu'on doit apprendre des choses nouvelles. Pour tout étudiant, un nouveau geste, amener un guéridon, préparer un caramel. C'est service au guéridon, donc, ici, dans le restaurant. Entre autres. Okay. Mais l'accueil, il n'y a pas besoin de guéridon pour bien accueillir un client ou pour poser une assiette correctement sur table. Mais il faut une discipline. Au début, c'est difficile. C'est ce qu'on appelle, il y a le système de pensée 1 et 2, soit la pleine conscience, le système 2. Et le système 1, c'est notre disque dur qui fait les choses automatiques. C'est nouveau pour eux. Au début, quand je leur montre, pour eux, c'est « oh mon Dieu, c'est difficile ». Mais je vous le montre. Tout doucement, ils observent. Ils en font quelque chose. Je les mets à côté de moi, ils le font, mais je suis à côté d'eux. C'est difficile, oui, mais il y a M. Pelven à côté. Ok, j'accompagne. C'est comme un enfant à qui on apprend à marcher. Puis au bout d'un moment... T'enlèves la béquille. Je m'enlève, tout doucement, mais ils ont mon regard. Puis ils commencent à le faire de plus en plus facilement. Et au bout d'un moment, ils vont le faire inconsciemment. Là, je suis plus là. Et à ce moment-là, ils deviennent autonomes. Mais on a formaté un disque dur, une chorégraphie établie. Mais tes étudiants, ils ont 18-20 ans, j'imagine. Voilà. Là, ils sont en moyenne entre... J'ai mes petits jeunes qui ont à peine 18 ans, en moyenne jusqu'à 21, 22, voire beaucoup plus. Donc, c'est une gamme assez large. Donc, on a vraiment des profils... tous sont particuliers. C'est un cours qui devient un cours de coaching individuel très rapidement. Ok, parce que j'imagine que les plus jeunes ont un peu plus de timidité, de peut-être un contact, parce que c'est des personnes un peu plus matures, un peu plus âgées qui sont au restaurant, la plupart, peut-être, je ne sais pas. Ce qui donne des profils complètement différents au niveau de l'apprentissage. Et donc, est-ce que c'est plus difficile pour ma vraie question, c'est est-ce que c'est plus difficile pour un jeune de 18-20 ans d'apprendre ce métier parce qu'il faut dépasser sa timidité, ou au contraire c'est plus facile d'apprendre à un jeune parce qu'il a des vierges, son disque dur est vierge. C'est du cas par cas. Alors soit effectivement on a nos petits jeunes qui n'ont pas d'expérience professionnelle, quelque part le disque dur est vierge, donc quelque part c'est très facile d'intégrer de l'information. Il y a une forme de discipline et d'acceptation sans biais d'interprétation, sans distorsion. Par contre, quand j'ai des personnes qui ont déjà une expérience, la première chose que je dois faire, c'est vérifier quel est leur degré d'acceptation et de biais cognitifs qu'ils ont par rapport à ce que je leur dis. Donc je dois déjà, quelque part, leur faire croire à la confiance qu'on doit établir ensemble. Donc on va simplement déplacer leur biais cognitif tranquillement. Est-ce qu'on est en business ensemble, on crée de la confiance. D'ailleurs, on doit toujours créer de la confiance, sauf que c'est une confiance pour les plus expérimentés, dans laquelle je leur demanderai d'accepter de se déprogrammer pour aller sur autre chose. Et par rapport à ça, ce qui est important aussi pour les former, autant les jeunes que les moins jeunes, c'est de les rendre responsables de leur réussite. Alors, j'aime bien utiliser une petite métaphore. Elle ne vaut que ce qu'elle ne vaut, mais je pense que c'est dans les premiers cours, je leur demande de faire une chose. Je leur demande de se fixer un objectif. On va passer 2 mois, presque 3 mois ensemble. Qui voulez-vous être au bout des 3 mois ? Vous voulez devenir des professionnels. Ça veut dire quoi pour vous ? Alors on le définit un petit peu, c'est comme si c'était une montagne. Je dis, vous avez chacun votre montagne, vous la voyez ? On a 3 mois pour y aller. Alors vous mettez dans votre voiture, prenez le volant, vous avez les clignotants, vous avez les rétroviseurs. À n'importe quel moment, vous pouvez accélérer, freiner, tourner à gauche, tourner à droite. Moi, je suis pas dans la voiture avec vous. C'est vous qui allez réussir. Moi, je suis un panneau au bord de la route. Je vais vous donner des informations.
Mais c'est à vous de réussir. Tu dis virage à droite, s'ils veulent passer tout droit, Ils le font. ils le font. Ils freinent, sinon... Voilà, mais continue. quelque part, la première chose quand on est enseignant, c'est de ne pas enseigner. C'est de donner envie à l'étudiant d'apprendre. Parce qu'après, c'est là où on fait tomber les biais d'interprétation. Quand on a quelqu'un qui a déjà un potentiel et que vous dites, vous allez vous confronter à lui en lui imposant des nouvelles croyances, ça va être compliqué. Si vous lui demandez de dire, c'est toi qui vas décider, quelque part, les distorsions sont beaucoup plus basses, voire même il va dire, ah, c'est moi qui suis responsable, donc je vais moins me confronter, je vais plutôt suivre les panneaux. Et ça permet d'avoir beaucoup plus de facilité. Quelque part, on n'est pas dans la confrontation, on responsabilise l'apprenant. C'est à chacun à son niveau de le faire, mais c'est vrai que quand j'ai mes jeunes, eux, quelque part, ils vont suivre les panneaux à la lettre. Les autres vont se tester un petit peu, peut-être apprendre des chemins de traverse, mais au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que peut-être qu'il a raison. Je ne dis pas que j'ai raison à chaque fois, mais quelque part, tout enseignant est riche d'une expérience. Est-ce que c'est bien de prendre des chemins de traverse? Est-ce que c'est... Ah oui, c'est comme ça que tu apprends. Bah, je sais pas. Ouais, Est-ce que c'est essentiel? Alors derrière ça, c'est pas tout à fait ça que je voudrais qu'on retienne, c'est que je leur demande de rester authentique. Ah oui. Je ne veux pas, même pour mes petits jeunes, je ne veux pas qu'ils soient moi. Je ne veux pas que ce soit des petits monsieur Pelven. Je leur dis, je vous donne des informations, mais c'est vous qui décidez de votre réussite. Puisque je peux leur apprendre n'importe quoi, autant que ce soit l'analyse transactionnelle, système de pensée, le verbal, le non-verbal, tout ça, je leur apprends. Mais je leur dis, si jamais vous perdez votre personnalité, ce ne sera jamais authentique. Je vous demande de rester qui vous êtes, prenez ce que je vous donne, mais écrivez-le. Avec votre main. Oui, parce que Prenez votre écriture et retranscrivez-le vous-même avec votre système. On est dans l'humain. Moi, je peux leur donner des notes de musique, mais c'est eux qui vont les jouer. Et s'il n'y a pas leur âme, il n'y aura pas de sincérité et il n'y aura pas de chaleur humaine. Bien sûr que non. Donc, je ne veux pas effacer leur personnalité. Au contraire, écoutez ce que je vous dis, doutez, mais si vous ne le faites pas avec sincérité, ça ne sert à rien. Donc, les élèves qui viennent ici, qui les choisit? Alors déjà, ils vont se présenter, il va y avoir une sélection qui sera faite à travers les portes ouvertes. D'ailleurs, les portes ouvertes, c'est quand? C'est lundi prochain. Ah, le lundi, 9. Donc pour nous, ça sera passé à la diffusion. Mais Dommage. Dommage, c'était il y a 2 jours. Alors. Mais on en fait tous les ans, C'était hier. Donc, non, ils viennent nous voir, ils viennent sur place, ils viennent se rendre compte. Après, il va y avoir une présélection à travers une présentation qui viendront donc effectuer dans l'école. Et puis à ce moment-là, on va sélectionner les dossiers à travers un profil rapide. Mais toi, tu es là aux portes ouvertes, tu regardes un peu qui vient. Moi, quand il y a les portes ouvertes, ce que j'aime bien faire, c'est parler, parce que j'adore parler. Moi, c'est les voir et c'est faire un peu comme avec vous. C'est leur parler et répondre à leurs questions par rapport à qui ils sont. Parce qu'ils viennent tous avec une question, mais une question, c'est que des mots. Mais je ne sais pas, il faut apprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, parce qu'on est très maladroit avec des mots. Je rappellerai, c'est ce que je dis à mes étudiants, si on parle de communication, je leur dis, un mot, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi un mot? L'assemblage de lettres. Ok. C'est un vecteur de transmission. Bon. Oui, mais quand tu transmets, il faut un récepteur. Ok. Et si tu n'as pas le même récepteur... Alors, un mot, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup parler et que j'apprends à mes étudiants à parler aux clients, parce que je leur dis, un mot, c'est vide. Un mot, c'est simplement un véhicule qui circule entre 2 personnes et il n'aura de sens qu'en fonction de l'intention que vous mettrez dans le mot. Exemple, on fait des choses qui semblent périlleuses, mais ce sont des exercices, on est là pour apprendre. Mes étudiants vont être confrontés à une clientèle, on va dire une clientèle qui est habituelle au restaurant, qui a une certaine attente par rapport à ce qui se passe dans un restaurant. Et ce que je veux, c'est que, tout à l'heure, je disais que ce que je veux, c'est des créateurs d'émotions. C'est facile à dire. Est-ce que c'est facile à faire? Non. Eh bien, manque de chance, ça se fait. C'est simplement de déclencher de l'audace. Et l'audace, pour un porteur d'assiette, c'est sûr qu'on n'en a pas. Quelqu'un, ça c'est ce que je dis dans mes premiers cours, est-ce que vous aimez les gens? Si vous n'aimez pas les gens, vous n'avez rien à faire dans mon cours. On est dans l'humain. Et quand vous aimez les gens, vous allez voir qu'on a des pouvoirs magiques insoupçonnés dont on ne nous avait jamais parlé. On parlait des mots. Un mot, c'est un véhicule. Exemple. L'objectif d'un étudiant, c'est d'utiliser des mots, mais de mettre une intention à l'intérieur. Vous allez être face à quelqu'un que vous ne connaissez pas.
qui est un client. Vous allez l'observer. Je pourrais vous dire après quels sont les objets, les outils qui vous permettent d'oser, de faire des choses complètement folles, inattendues par le client, mais qui va permettre de créer une émotion. À un moment donné, vous allez voir les clients, vous allez leur dire, attention, il faudra mettre une censure, là, un carré blanc en bas de l'écran, je vous déteste. Mais, avec en intention, je suis très content de m'occuper de vous. Je le fais tous les jours. Ça, c'est un exercice. Ouais. Donc tu obliges tes élèves à dire utiliser. je vous déteste. Ouais, Et avoir déjà eux ça les met dans l'embarras. j'entends bien. Mais attention, Et le client qui reçoit ça est choqué. il faut qu'il Il les aime. remet ses compteurs à zéro aussi. Il faut qu'il fasse. Ah. Bon, ça commence toujours. Je le fais. Mes clients qui viennent, je les connais ou je ne les connais pas. Mais tout ce que je demande de faire, je suis le premier à le faire. L'étudiant le fera, c'est toujours lui qui est responsable de sa réussite en fonction de la confiance qu'il aura en lui. Ah oui. Il n'est pas obligé de le faire. Mais dans l'absolu, c'est un exercice de pensée. J'ai un étudiant qui a été chez Anne-Sophie Pic. Il C'est qui c'est, Emmerich, Anne-Sophie Pic? Ouais, il paraît que c'est une jeune cuisinière qui débute, mais je pense qu'elle a un bel avenir. Ouais, ben on verra ce que dans les années 2000 et plus ce qu'il en est. Et Anne-Sophie Pic, 3 étoiles Michelin. La femme la plus étoilée au monde, je pense. elle est pas, elle brille. Elle en ouvre en veux-tu, en voilà des restaurants en ce moment. Et donc, j'ai un étudiant qui part là-bas, à la suite d'une formation. Il va là-bas, il m'envoie un message. Et puis, par rapport au travail qu'on a développé sur l'oralité dans la salle à manger, je rappelle encore une fois, j'insiste, une salle à manger, porter une assiette, c'est pas du tout le but de mon cours. Mon but de mon cours, c'est la relation humaine. C'est l'ingrédient qui donne de la saveur durant toute la soirée ou tout le dîner, d'accord? Et il me dit, j'étais là-bas et on a fait des accords mets vins et on présentait au client le vin qui allait avec le plat. Alors, je fais pas de délation. Le sommelier sur place présente les vins, blablabla, bla, blabla. Réaction des clients. Blanc. Ça ressemble à ça. L'étudiant, on apprend à mettre des intentions dans les mots. Là, vous allez goûter quelque chose d'horrible. Méfiez-vous. Hein? On crée l'intérêt. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas habitué. Voilà des mots nouveaux. Des mots qui ne sont pas là où on les attendait. Mais l'intention de faire plaisir est restée là. Mais le mot va servir à... Il se passe quelque chose. On prend l'attention des gens avec le mot. Mais on va mettre derrière des intentions de... On va vous faire plaisir. Il dit des choses. Prend le temps de poser, de la ponctuation, de mettre des émotions dans ses phrases. Une fois qu'il a présenté, il me dit, une fois que j'ai terminé, je ne sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi, les gens ont applaudi. Et j'ai été à des tables où j'ai dit aux clients, je vous déteste. Les gens l'ont aimé. Encore une fois, derrière cette provocation, on dérange, on prend l'intention. Mais l'intention était très positive. Et les gens vont se rappeler. Dans un restaurant, je vais croire en cela, un client le lendemain ne va pas forcément facilement se rappeler de ce qu'il a mangé, mais il va se rappeler dans quel état d'esprit il était au restaurant. Donc, j'ai passé une super soirée. Ok, parce qu'il y avait des intentions de créer un climat particulier. Qu'est-ce que tu as mangé? Là, il faut réfléchir. Alors attends, les gens n'aiment pas se rappeler. Ça prend trop d'énergie. Par contre, se rappeler, j'ai passé une super soirée. Ça, la nourriture, l'assiette, c'est du domaine du technique. Il faut se rappeler. Ça, il faut appeler dans la mémoire, ok, il y a eu ça, donc ça prend beaucoup d'énergie. Mais dire j'ai passé une super soirée, c'était super agréable. Ça, c'est un état émotionnel, ça, on s'en rappelle. Ça, c'est très facile sans faire d'effort. J'ai passé une super soirée. Pourquoi? Il faut réfléchir. Et alors, j'ai une question là. Est-ce que cette phrase, je vous déteste, Ouais. Dans l'absolu, toi, tu peux la dire à n'importe quel client, où il y a des certains types de clientèle où effectivement... Fais attention, encore une fois, il y a des clients, C'est il y a des jours où ils ne pas peuvent pas la possible. recevoir. Avant de faire ça, il faut étudier son client. Ah oui. On peut pas débarquer comme ça. Il faut... Et quand je dis ça, je ne voudrais pas qu'on fasse un point central là-dessus, mais c'est juste pour une démonstration par rapport à l'oralité en salle à manger. On peut rire de tout.
tout peut devenir dramatique, mais derrière, c'est d'éveiller l'intérêt de prendre conscience à qui on va le dire. D'accord ? Si on est capable de se synchroniser avec le client, on peut tout dire avec. Et c'est justement ça qui sera différent d'un restaurant où on va simplement apporter des assiettes, c'est que là, on va se synchroniser avec le client. Il y a des clients, ils sont en business. Laissez-les. Il y a des clients qui sont là pour passer un moment agréable, passer du temps avec eux. Et à ce moment-là, jouer avec eux. Ouvrir une porte. Il faut que ce soit un moment d'émotion. Alors, comment on fait une émotion en ouvrant la porte ? On a une porte qui est vitrée. Puis on appuie sur un bouton, la porte s'ouvre toute seule. Alors, pour dire, l'inconnu qui est derrière la porte, sans lui parler, créer une émotion. Très bien. Je vais vous apprendre quelque chose qui n'existe pas dans le dictionnaire. On apprend à parler au pluriel au client. À votre avis, parler au pluriel à un client, c'est quoi ? Allez-y. Voilà, ça ressemble à du Saint-Exupéry, ça. On dit souvent que la communication, les mots, c'est que 10% de la communication réelle et que 90% c'est dans l'attitude générale et tout. Donc je suppose qu'on est sur la piste, on est sur la piste. C'est ça, c'est le regard, l'attitude, un petit sourire de connexion qui crée la connexion. On y est, vous êtes bon. Alors, tous mes étudiants, pareil dans les premiers cours, on doit parler au pluriel. Quand vous parlez à un client, s'il y a simplement des mots qui sortent de votre bouche qui doivent aller à l'oreille du client, il est peu probable, mettez-vous à la place du client, position perceptuelle, lui, quand il arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas, son esprit, il est où ? Le décor, la musique, les odeurs, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on m'attend ? Elle est où ma table ? Il a faim. Oui, il se passe plein de choses. Donc, il faut essayer de capter le client. Donc, par exemple, l'autre côté de la porte, on va lui parler, on parle toujours avec les mains, plus qu'on imagine. J'appuie discrètement, j'attire le regard ici, du client, discrètement. Ça se vit dans l'instant, hein. Là c'est un peu posé, mais j'attire le regard, on ne se connaît pas, on se pose bien droit, j'appuie sur le bouton, puis d'un seul coup la porte s'ouvre. Hop, on fait un peu le Jedi. Les clients, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un micro-jeu, les clients qui font « Ah !» Tout de suite, je rentre dans leur tête. Dès qu'on rentre en contact auditif, où on peut se parler, est-ce la première fois que vous voyez un Jedi ouvrir une porte ? On a créé quelque chose. On a déjà envie d'aimer le client, puisqu'on s'occupe de lui avant même qu'il soit dans le restaurant. Puis là, le client, on ne sait pas pourquoi. Ah, il se passe quelque chose. Comme une espèce de... Il y a déjà de l'humain. C'est ça, parce que le RDI, le restaurant où on est, là, il y a quand même une certaine formalité, il y a des nappes blanches. Ça n'empêche. Toi, t'es en costume cravate et tout. Donc, pour un certain type de clientèle qui est peut-être moins habituée à ces codes-là, ça peut créer une certaine anxiété. Ah mais ça se désamorce très très vite. Mais oui, c'est ça. Et c'est une façon de désamorcer par un petit jeu de passe-passe avec la porte. Exactement. On a trop peur du service froid. Alors ça, tout à l'heure, vous me disiez, notamment en France, contrairement, pour revenir dessus, des fois on a des services qui sont un petit peu froids. Et je suis complètement d'accord, puisque j'aime aussi aller manger dans les assiettes dans certaines maisons en France. Parce qu'on n'a pas appris assez aux gens de salle à manger. On rentre dans la globalité à aimer les gens. Pourquoi ? Voilà un autre gros mot. Aimer les gens, mon Dieu. Mais c'est pas quelque chose qu'on... Est-ce que ça se dit ? Oui. Aimer les gens. Quand vous m'amenez un café à la table, faites-le en aimant les gens. Quand vous amenez une boîte de chocolat avec le café, aimez les gens. C'est ce que j'appelle, ayez toujours une intention. Tout geste, quand vous amenez quelque chose, votre tête est vide, vous amenez la chose. Si dans ma tête, on m'a appris, il faut avoir une intention. Mon intention, c'est de faire plaisir aux gens. Pour n'importe quel geste, nous servons un cappuccino avec l'intention que la personne le prenne en photo, que son silence se fasse entendre par le... Il est donc bien beau ce cappuccino. Tu sais, ça me rappelle une anecdote que j'ai déjà racontée, mais que je vais raconter, que j'adore, que j'ai vécu en tant que client. On était à Chicago, invité par un fournisseur, c'était quand on était en restauration encore. On peut nommer le fournisseur, on peut nommer le fournisseur, Tony Mochonas, du restaurant de Monas. De Monas. On était à la grande exposition NRA, donc de national. Pas les armes. Pas les armes, mais la restauration. Et donc ils nous invitent dans un superbe steakhouse à l'ancienne avec les nappes blanches et tout ça. On mange super bien, on est super bien reçus. Arrive le moment du dessert, le serveur
Je dis, est-ce que je peux vous amener la carte des desserts? Et tout le monde dit, non, on a trop mangé, on a trop mangé. Il arrive, il a déposé la carte des desserts sans rien dire. Mais tu sais, juste avec un petit regard complice, tu sais, genre, jetez-y un œil, vous allez craquer, c'est sûr. Et ben résultat, on a craqué. C'est la façon dont il a fait, parce que... Mais c'est ça, c'est ça le petit œil. Et effectivement, et tu vois, je m'en rappelle encore, ça crée une émotion. J'avais plus faim, ça a créé du business parce que le restaurateur, il a vendu 5 desserts en plus, ou je sais pas. Et puis moi, ça me fait un souvenir. C'est génial, ce genre d'interaction. Des souvenirs comme ça, on va rester dans le vrai, on est d'accord, on raconte pas des bêtises, on est entre nous. Ah oui, tout à fait. Écoutez, j'ai appris à marcher dans le restaurant de ma grand-mère. J'étais où? En Bretagne, à Pontivy. J'ai appris à marcher dans un restaurant. J'ai toujours été dans les restaurants. J'ai fait un apprentissage pendant 2 ans dans un restaurant que pour le service. J'ai fait mon armée. Après, j'ai fait 1 an à faire que la sommellerie. Donc, j'ai toujours été dans les écoles hôtelières. J'ai été pendant 18 ans dans les palaces à Paris, jusqu'à directeur, donc dans un relais château. T'as des noms un petit peu? Oui, alors comme ça, j'ai commencé au Grand Véfour. Donc au Palais Royal, donc on avait déjà nos 3 étoiles Michelin, c'était une belle maison. C'était le chef Martin déjà? C'était l'honneur. C'était c'était juste avant lui, c'était l'honneur qui était là, donc on commence bien. Oui. Après, on a voulu me faire travailler au Georges V, mais mon directeur m'a dit non, ta formation n'est pas terminée. J'étais commis, il m'a dit Lucas Carton, avec Alain Sandrins. Ah oui, quel monsieur! Une référence. J'ai passé 1 an et demi là-bas. Je résume. Tout ce que l'on voit, on ne le voit pas. Tout ce qu'on sent, on ne le sent pas. Tout ce qu'on entend, on ne l'entend pas. Tout ce que l'on goûte, on ne le goûte pas. On perçoit les choses. C'est ce que notre cerveau en fait qui est important. Et avec ce monsieur-là, j'ai appris un mot, le mot texture. Et la texture, on est d'accord que c'est nous qui en faisons quelque chose. Ça a été une école. J'ai tellement aimé écouter et ressentir la sensibilité de ce monsieur qui est quand même, au niveau de la gastronomie, c'est un grand monsieur, qui est décédé maintenant depuis pas mal d'années, mais c'est pareil, c'était l'essence de la finesse et du raffinement de l'intelligence au niveau de l'assiette, j'ai adoré. Alors après, ça a été le Gavroche à Londres, le Chewton Glen avec Gérard Basset, qui a été meilleur sommelier du monde, qui est décédé lui aussi. Retour à Paris, l'hôtel de Crillon. Donc j'ai adoré. Donc là, pareil, on apprend d'autres chorégraphies, d'autres scénarios. Les Élysées du Vernet, donc pendant 5 ans, là j'étais le chef sommelier. J'ai travaillé Taïwan, pour les caves Taïwan. Donc là j'ai travaillé aux caves. Et après j'ai travaillé à Pissus, qui déménageait. Et donc là on était donc rue d'Artois. Et là j'étais le directeur, très belle maison. Pareil, les plafonds... sublime, l'ambiance, mais surtout une attente au-delà de l'assiette, de la clientèle, les dames bien coiffées, des belles robes, les belles voitures. Les gens ne sont pas là pour manger, ils sont là pour vivre une expérience qui va au-delà de l'assiette, mais très souvent le focus s'arrête sur l'assiette, le décor, mais l'humain. On n'en a pas assez parlé et pourtant c'est vers quoi je pense on doit aller le plus aujourd'hui. Mais il y a un manque. Quelque part, c'est comme si fin des années 80, on était tellement parti sur la cuisine et après la sommellerie que c'est comme si il y avait tout un savoir. J'ai connu quand j'étais à l'hôtel de Crillon un chef sommelier qui était à la grande époque de chez Maxime. Quand vous écoutez ces gens-là, vous faites waouh, il y a un patrimoine à sauver. C'est celui de la relation avec le client dans les salles à manger. Être reconnu, être accompagné, avoir quelques chuchotements, un petit clin d'œil, un tout petit peu d'attention. C'est cette petite étincelle pendant le service qui fait que le client qui invite une autre personne, juste l'intérêt qu'on va lui porter, va valoriser son attente par rapport à ses invités de par la façon dont on va lui parler. Je vais vous donner un exemple du pouvoir que l'on a. J'étais dans un 2 étoiles Michelin, je suis le directeur à Paris, c'était à Pissus. J'ai un repas d'affaires. J'ai des Parisiens qui reçoivent des Asiatiques. Quand on va dans le restaurant, le prestige fait partie du business plan. Les clients vont s'installer. Puis là, on écoute, mais on écoute surtout ce que le client n'est pas capable de dire, mais qui nous laisse deviner pour lui.
Donc on regarde les gens arriver, les beaux habits, les belles, on voit qu'il y a les voitures, tout ce qui se passe et tout. Il y a des codes invisibles. Il y a des codes invisibles, un peu comme des champollions. On doit essayer de décrypter l'invisible dans l'attente du client. Et là, le client voit très bien qu'on veut finaliser quelque chose de très lourd. Nous aimerions un vin particulier pour accompagner notre repas ce midi. Un vin particulier. OK, code vestimentaire, comment ils se parlent, comment ils sont assis. Très bien. Messieurs, si vous permettez, j'ai la bouteille qui va bien, mais par contre... Je vous déteste. Pas tout de suite. Non, plus pire que ça. C'est la bouteille est à la cave. Il va falloir aller la chercher. Exact. C'est improvisé. J'ai besoin d'aide. Ouais, moi je dis la bouteille est en bas, mais je ne peux pas aller la chercher. La cave est quand même assez sympa. OK. Les clients se lèvent, on descend à la cave. Donc, on ne savait pas qu'on allait se lever. Donc c'est nous qui avons décidé que le client devait se lever. Le client se lève. Ouh là là, émotion, ascenseur émotionnel. On descend l'escalier. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Là, on devient maître du jeu. Le client, on le téléguide. On l'amène dans la cave. Luminosité, hygrométrie, lumière, tout est différent. Les odeurs d'une cave, les notes de bois, les bois humides. Puis il y a plein de bouteilles. Là, il y a un peu d'obscurité. Je dis, votre bouteille, elle est là. C'est ma dernière. Quand vous partirez avec ça, j'en aurai plus jamais. On est sur un magnum on est sur un Margaux 90. Je dis au client, c'est vous qui la prenez. Le client prend la bouteille. La touche, la sent. Ouais, mais là, d'un seul coup, il y a quoi? On s'est servi de son visuel, de son auditif, de son kinesthésique, de toutes les émotions. On a joué avec les émotions du client. Plus frais, moins de lumière, les odeurs. Le client, il est stimulé. Et son client qui le suit, il dit « Waouh !» Il ne le dit pas, mais son inconscient, quel privilège et tout. Ils prennent la bouteille. Après, je dis « Écoutez, pour remonter, je ne vous fais pas confiance. » Ça, c'est mon gros mot. Je ne vous fais pas confiance. Oh là là. Je prends la bouteille, on les ramène en haut. Dans quelle mesure, qu'on ne pourra jamais vérifier, on a participé à la réussite de l'expérience client? Et ça, on peut le faire dans tous les domaines. Imaginons, puisque des histoires... En gros, ce que je vous dis a été testé des milliers de fois. Je vais avoir un couple d'amoureux. Ils vont venir manger ici. Moi, ce que je veux, c'est fabriquer le souvenir qu'ils auront de leur expérience demain, de la soirée qui est maintenant. Donc, qui sont-ils? Couple d'amoureux, la dame, le monsieur, tout va bien. Et ça, mes étudiants vont y passer. À un moment donné, ils vont préparer un guéridon à l'entrée de la cuisine. Ils vont poser une nappe, une assiette, une cloche sur l'assiette. Je dis, bougez pas, vous allez comprendre à quoi ça sert. Je vais à la table, on va un peu jauger nos clients. Les entrées ont été servies, on a observé nos clients, on a créé un peu de lien. Vous allez bien, écoutez, ah parfait, très bien, parfait, ok. Là, on prend le pouvoir. Monsieur, je vais vous inviter à me suivre. Ok, le client, il est, encore une fois, okay, ils sont à notre merci. Il va se lever. Madame, ne vous inquiétez pas, monsieur reviendra. On joue un peu, des petits ascenseurs émotionnels. Ok, on l'amène à la cuisine. En automatique, le monsieur, il est... Qu'est-ce qui se passe? On arrive à l'office, on lui dit, écoutez, on va vous donner un cours, hein, vous êtes dans une école hôtelière. Puis là, on lui montre comment déclocher. On l'amène en cuisine. J'ai un étudiant qui va prendre l'assiette du monsieur et le monsieur va prendre l'assiette de la dame. Je dis, maintenant, on va en salle à manger. Génial. Est-ce qu'un client s'attendait à être debout en cuisine en train de porter une assiette? Non. On va en salle, il est debout, c'est complètement inattendu pour lui. Qu'est-ce que je fais avec une assiette au milieu de la salle? Là, son cardio, on pourrait le mesurer, boum, boum, boum. Puis après, moi, je reviens derrière. Allez, on va faire un service synchronisé. Monsieur, vous posez à madame et mon étudiant, il pose. Il pose. Non, vous allez trop vite, vous recommencez. Ça, c'est je vous déteste. D'accord? Le client, il se relève et tout. Non, non, non. Allez, madame, vous voulez nous aider? Vous comptez jusqu'à 3, mais pas trop vite, hein, parce que le monsieur, OK? 1, 2, 3, se poser, hop, tac, tac, tac. Monsieur, vous pouvez vous asseoir. OK, on est le lendemain. De quoi ils vont se rappeler? De ça. De ça. OK, c'est pas ce qui était sous la cloche, non, mais ce qu'on a fait de l'expérience client. D'autres histoires comme ça, je vous en raconterai. On fait lever des gens, on va faire des crêpes là-bas, vous venez avec nous. Ou alors, vous avez une cave là-bas, on va choisir sur la table, à un moment donné, début de repas, qui aime le chocolat? Vous aimez le chocolat? C'est pas très bien. Mais bon, c'est pas grave, on en reparlera plus tard. Mais c'est fait. OK. Puis arrive le moment du dessert.
Madame, vous aimez le chocolat? Vous aimez toujours le chocolat, vous êtes sûr? Venez avec moi. On l'amène dans la cave. J'ai un étudiant qui va lui faire un petit atelier dégustation de chocolat, un peu comme ce qu'il y a là. On va expliquer où, qui, que quoi sur le chocolat. Puis à la sortie de la cave, on lui donne la boîte. Ben maintenant, c'est vous qui allez raconter ça à vos amis. Parce qu'on a jugé que c'était des clients pour qui on pouvait se permettre de le faire. La personne, elle arrive à la table, elle est toute fière avec sa boîte de chocolat. Elle pose ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi il t'a emmené dans la cave et tout? De quoi les gens vont se rappeler le lendemain? De ça. Toujours pas de l'assiette. Mais pas que le lendemain. Non, mais 10 ans après, ce couple-là qui a décloché le plat, il va s'en rappeler et il va raconter cette anecdote. Et... Donc, Sauf on peut faire des sauf choses. si c'était des amants. Non, mais c'est pour dire, je pourrais vous en raconter d'autres. Je veux dire que j'apprends à donner le bras aux dames à l'entrée du restaurant. Et puis je vois que quand on est bien lancé, moi j'adore donner mon bras. Puis je dis aux étudiants, regardez toujours les yeux des clients pour savoir ce que vous faites. Comme je dis toujours, la meilleure façon de vous écouter, c'est de vous regarder. Je me mets là-bas, j'écoute le non-verbal des clients, je regarde comment les épaules s'alignent, comment les sourires se posent, et je sais que la communication est faite. Les clients ne savaient pas qu'ils allaient passer une soirée aussi humaine que ça. Et quand ils partent, ils me le disent, ils sont bons, vos jeunes. Ils sont bons. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné de l'humain. Ils ont donné de l'humain. Je donne le bras à toutes mes dames, mais je ne peux pas accompagner tout le monde. J'ai un client, l'autre jour, ils sont assis à la table 15, là, et puis je n'ai pas donné le bras à la dame parce que je me suis occupé d'autres personnes. Le monsieur m'appelle et il me dit, vous n'avez pas donné le bras à ma femme. Mais j'ai dit, mais vous inquiétez pas, je la surveille, comme je savais tout à l'heure, je vais lui donner. Il y a une attente. Les gens ne sont tellement pas habitués qu'on les aime que lorsqu'on le fait, c'est un bouquet de fleurs. Et pour ça, il fallait, on le fait instinctivement, en faire quelque chose. Et c'est pour ça, on en parlait, que j'ai mis en place de ce que l'on fait instinctivement et qui réussit. Il faut ensuite, lorsqu'on devient professeur, apprendre à mettre tout ça sur papier. D'où là le fait que je me suis intéressé à certaines choses, notamment la programmation neurolinguistique, où là j'ai fait mes cours universitaires d'été, puisque quelque part c'était bien de dire à des étudiants, faites ça, tout ce que je vous ai dit là, c'est pas fait instinctivement, c'est réfléchi, et il fallait que je puisse l'adosser à un outil pour que ça devienne rationnel. Allez, tu as les bons mots pour l'expliquer aussi. Oui, alors j'ai été les chercher parce que je n'ai pas cette prétention de dire si je le disais de moi-même, il faut faire ça. Ma simple personne n'est pas suffisant, c'est pas suffisant pour être crédible. Donc j'ai fait des cours en programmation neurolinguistique, mais je suis d'accord avec toi, pourquoi pas. J'ai fait mes cours de PNL. Je me suis intéressé à l'analyse transactionnelle, à la programmation, et de là j'ai pioché des outils qui sont reconnus par des sciences. Et ce que j'ai fait, c'est ce que, quelque part, on va parler de Sciences Po Paris, on va apprendre l'oralité à des étudiants, on va leur apprendre à bien parler du verbal, du non-verbal. Alors ça, je l'ai pris, je l'ai mis dans la salle à manger. J'ai pris la PNL, je l'ai mis en salle à manger. De l'analyse transactionnelle, je l'ai mis en salle à manger. En quelque sorte, en cuisine, on leur apprend les recettes pour les sauces, pour les cuissons, pour les légumes et tout le reste. Mais on n'avait pas mis encore les ingrédients dans la tête de l'apprenant en salle à manger, ou tout au moins on le faisait plus ou moins instinctivement. Et moi j'ai voulu le rationaliser à travers 2 semaines de théorie, où là effectivement il fallait leur apprendre la découpe des poissons, il fallait leur apprendre la cuisson ou la préparation des sauces classiques, et bien il fallait apprendre les bases d'une communication efficace en salle à manger, en y mettant quand même autre chose. Je mets de l'analyse transactionnelle et de la programmation neurolinguistique, mais le tout teinté d'un petit peu d'expérience, et surtout derrière ces théories-là, on le pratique dans le restaurant, donc c'est de la théo et c'est aussi de la pratique. Donc c'est vérifié. Alors il faut que tu nous expliques Non, mais, rapidement, c'est quoi la différence entre la programmation neurolinguistique et le AT, l'analyse transactionnelle, Avant ça, Ouais. comment a réagi la direction de l'ITHQ quand tu as dit je vais rajouter de la PNL dans mon cours de service? Est-ce que je leur ai dit? Pas forcément. Je dirais qu'au départ, quand j'ai apporté le volet programmation neurolinguistique, c'était pas forcément des acronymes qu'on utilisait pour un deck de service. Donc au départ, c'était c'est quoi? Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que c'est pas que
j'ai un peu bifurqué. On m'a donné l'opportunité de donner un cours de majordome. Puis un cours de majordome, au départ, c'est quelqu'un qui accompagne une personne et qui va faire des choses pour lui. Mais comment faire quelque chose pour quelqu'un si on ne sait pas qui est ce quelqu'un? Tout commence par qui est-il avant de savoir lui dire que veut-il. Donc il fallait que je m'adosse à une théorie et c'est là où quelque part, de par ce cours-là, j'ai intégré de la PNL et de l'analyse transactionnelle dans ce cours-là. Et ça a intégré le cours grâce à cette opportunité d'un cours de majordome. Alors, donc, je reviens à ta reviens à question. la programmation neurolinguistique et l'analyse transactionnelle, c'est quoi? Alors, c'est quand même des domaines assez vastes, mais très compliqués. Mais alors moi, je déteste ce qui est compliqué et j'aime simplifier les choses. Au départ, lorsque je fais mes 15 jours de théorie avec mes étudiants, et ça, ils me l'ont témoigné, ça fait 2 semaines qu'on est en salle, donc 15 jours avant, on a commencé à faire ces cours sur l'oralité, sous le couvert de majordome. Et ils ont dit, quand on est rentré dans votre cours, il y avait un parfum de Freud. Ça nous a un peu coincés. On s'est dit, si on est là pour faire du Freud, pour faire de la salle à manger, on s'attendait à voir M. Pelven qui devait nous apprendre à travailler. Freud, qu'est-ce qu'il fout dans la recette? Mais Freud, c'est pas de Freud qu'on parle, c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus moderne. On va être sur l'analyse transactionnelle, qui est une version beaucoup plus accessible. Et c'est comme si c'était des formes d'expertise qu'on devait garder à certaines spécialités, en psycho ou je ne sais trop quelle science, alors que nous sommes tous amenés à avoir des transactions. Et en salle à manger, de valoriser et de donner du sens à la transaction, ça me semblait évident que ça avait sa place. Mais à quel moment on l'apprend? Simplement par expérience, par j'essaye, je me trompe, je recommence, j'essaie, je me trompe, je recommence. Alors en tant que professeur, je voulais autant leur donner une bonne compilation de voilà vers quoi vous allez gagner du temps. Et à ce moment-là, au niveau de l'analyse transactionnelle, pour le faire très simple, il y a 3 postures. Il y a le parent, il y a l'adulte et il y a l'enfant. Donc à chaque fois, c'est lié à un niveau de langage, à un verbal et à un non-verbal. Donc c'est à la question qui est le client, c'est une première lecture. Alors je dirais que pour chacun de ces points-là, on pourrait faire un podcast, d'accord? C'est sûr. Donc je le fais en ultra court. Ouais. C'est à la question qui est le client, dire c'est un homme ou une femme, c'est trop facile. Il est grand ou petit, c'est trop facile. C'est qui est-il au niveau transactionnel? Comment a-t-il parlé? Comment a-t-il parlé à l'autre convive? Comment toi-même tu te comportes par rapport à lui? Eux, ils vont se graduer sur cette échelle-là où il y a un code de comportement, verbal et non verbal, une attitude humaine entre les personnes. Et à ce moment-là, quand on sait qui est l'autre, quand on s'observe soi-même, on est capable de se synchroniser avec lui. D'accord? Mais ça ne se fait pas comme ça. On met 1 journée et demie juste à tourner au niveau de l'analyse transactionnelle. Mais aujourd'hui, mes étudiants, là, ils sont capables de me dire, j'ai une petite jeune fille, là, Frédéric, elle me dit, là, ce client-là, il est en paranormatif avec moi. En gros, elle a détecté que le client, puisqu'elle a 17 ans, c'est lui qui va lui apprendre la vie. À travers les « vous devez, vous ne devez pas ». Elle a compris qui il était. Donc, elle a aussi compris que ce client-là attendait qu'elle se mette en enfant docile. Comme mon étudiant connaît justement tout ça, en étant capable d'être en état méta, elle, son objectif, c'est pas dans le contenu, c'est dans la façon. C'est d'être dans la relation adulte-adulte, où on n'est pas jugé, et on ne juge pas l'autre, mais qu'on se respecte. Donc, elle n'est pas rentrée dans « oui, monsieur, certainement, monsieur, tatati, tatater ». Donc là, elle était en enfant soumis. Ce n'est pas ça qui va valoriser ma maison. Je veux des gens professionnels et très adultes. Donc là, pas d'émotion, certainement. Très bien, monsieur. Donc, quand vous me dites ceci, c'est bien cela que vous voulez. Elle reste factuelle et analytique. Et le client, très rapidement, va dire « ah ben, elle ne se comporte pas en enfant, donc je devrais me réajuster ». On est dans la finesse. Ça, c'est de la PNL. Là, on est dans l'analyse transactionnelle, mais il y a aussi la PNL. Les deux se tutoient. Il y a une certaine porosité. Il y a une certaine porosité. À quoi, concrètement, de façon rationnelle, un étudiant, une étudiante va consciemment utiliser l'analyse transactionnelle en salle à manger? Attention, des mots. Frédéric, 18 ans, va à une table. C'est une demoiselle, pas très grande, mignonne. Quand je dis mignonne, on s'entend bien, elle est croquante, c'est une jolie petite fille, et donc les clients vont dire « qui est-elle » ? « Oh, elle est mignonne, nanani, c'est une étudiante. » Ok ? Elle va se mettre en position méta, elle va observer les clients. Imaginez 4 clients
deux couples, 60 ans. Ils sont en train de manger, il la voit arriver. Elle va volontairement mettre ses 4 clients en posture transactionnelle, enfant docile, et elle va se mettre volontairement en adulte bienveillant. Mais comment va-t-elle faire? Des mots. Elle prépare son guéridon, déjà les clients non-verbal. Il se passe quelque chose. Elle est là. D'un seul coup, je vais voir tous mes clients, les épaules, c'est pour ça que j'écoute de loin, j'écoute avec mes yeux. Les épaules vont se tourner vers Frédéric. Là, ils arrêtent de parler. Elle va commencer à faire son caramel. Le beurre, le sucre, le sel, le jus, un peu d'amaretto. Elle met ses crêpes, elle est debout, ils sont assis. Puis là, elle va leur poser la question, où elle va faire une bascule. Adulte, adulte, et là, elle va devenir l'adulte et elle va en faire des enfants. Je vous prépare des crêpes Suzette. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous préférez que je vous dise pourquoi ça s'appelle les crêpes Suzette? Ou alors est-ce que vous voulez que je vous raconte pourquoi ça s'appelle les crêpes Suzette? Les clients, c'est racontez-nous. Puis là, le client, on voit un abaissement des épaules, il s'affaisse, enfant docile. Et qu'est-ce que va faire Frédéric? Il était une fois, fin du 19e siècle, à l'hôtel de Paris à Monaco. Eh oui. Là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise en parent bienveillant en décidant la posture transactionnelle que le client devait avoir. Juste avec un guéridon. Elle fait ça avec justesse et même à la fin, elle va jouer avec eux. Comment s'appelait la dame à côté d'Édouard VII? Suzette. Mais vous connaissiez l'histoire. Oh, tac, 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 tac. Puis les gens, vous allez écouter les onomatopées. Le ah, oh, ah. Toutes ces émotions qui vont sortir du client. Les émotions, c'est l'enfant. Analyse transactionnelle. Donc dès qu'ils arrivent, même en servant un cappuccino, ils vous servent un cappuccino dans une coupe à champagne, toute blanche. Le lait, la mousse. Le client. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il ne veut pas poser la question parce qu'il est un peu déstabilisé. L'étudiant arrive, il vous manque quelque chose? Ah, le café. Puis là, on va servir. Puis le café passe à travers la mousse, se pose sur le lait. La mousse monte, va monter de 1 pouce au-dessus du verre. Le client, il est là. Écoutez son silence. Il est rempli de quelque chose. Il prend son téléphone. Oh, comme un enfant, il va faire une photo. Ça, c'est c'est l'intérêt d'utiliser l'analyse transactionnelle, c'est décider la relation, pas les mots, ce que vous voulez créer au niveau de la relation avec les clients. Le client est à votre merci. Et nous, on est bienveillants parce qu'on aime nos clients, mais on joue avec, on danse avec. Ça, c'est simplement une des possibilités de l'analyse transactionnelle. C'est que, peu importe l'âge qu'a l'apprenant, c'est la relation qu'il construit avec le client. En étant dans la répétition avec moi, je veux qu'ils puissent avoir confiance en eux pour dire que mes jeunes de 18 ans, ce n'est pas une question d'âge, la relation avec les gens. C'est une question de conviction et d'envie de faire les choses. Et si elle va à la table avec l'intention de dire « je vais leur faire plaisir », et à ce moment-là, elle va déclencher un verbal et un non-verbal, derrière, il y a un autre travail, c'est la posture transactionnelle. Le client, quand il vous fait confiance, il s'abandonne. Ah, oui, ah, il va se mettre en enfant docile. Nous, on n'est pas là pour le manipuler, mais on est là pour qu'il passe un moment agréable. Donc rien que l'analyse transactionnelle, c'est un jeu de positionnement avec le verbal et le non-verbal qui va avec, mais qui va créer des émotions. Comme je disais que c'est que l'enfant qui a des émotions, plus on arrive à quelque part faire baisser la garde dans la relation, plus le client va avoir des émotions. Alors, je sais qu'au RDI, vous avez que des clients exceptionnels, gentils, etc. Mais dans d'autres restaurants, il y a des clients qui sont parfois un peu plus difficiles. Est-ce que tu prépares tes étudiants et tes étudiantes à justement se positionner face à ça, face à des clients, j'imagine, qui peuvent avoir des remarques déplacées ou des attentes qui sont non conformes à ce que le restaurant peut offrir, et comment tu proposes à tes étudiants de rétablir cet équilibre transactionnel, si j'ai bien compris. Mais tout à fait. Dans les deux cas de figure, c'est des clients. Et il faut quand même dire, alors là, le client n'est pas le roi. Non, ça c'est
Alors, le client... Faut quand même le souligner, parce qu'on n'en parle pas depuis le début. Il y a ça, c'est des depuis mêmes. des décennies, on dit le client est roi. Non, le client n'est pas roi. Le client est roi, c'est une espèce de chose qui a été écrite quelque part et on croit que c'est une vérité. D'ailleurs, on sait très bien que la Terre est plate, hein. On est d'accord. C'est la même chose. Donc, je pense que, encore une fois, il est obligatoire d'avoir une relation humaine intelligente. Des fois, un client qui est difficile, c'est souvent un enfant qui demande aux employés... Oh, ça me rappelle une autre histoire, ça. C'est des clients qui ont toujours eu face à eux des gens qui baissaient les bras, les épaules et qui répondaient parfaitement aux clients. Le client qui est en parent, toujours en analyse transactionnelle, chose que mes étudiants observent, tiens, lui, il est en parent normatif, je vous disais tout à l'heure, il sait mieux que la personne qui est là. Et il ne veut jamais avoir tort. Parfait. Lui, il se nourrit que lorsque l'autre se met en enfant docile. Mais quand on a la fierté de faire son métier correctement, et si on sait le faire, on n'a pas lieu de rentrer. Au contraire, tout problème en salle à manger, toute relation humaine devient une opportunité de créer des liens. D'accord ? Donc il n'y a pas de vrai problème, sauf que cette personne, il faut la surprendre. J'ai un client, je vais rester un petit peu vague, qui avait toujours l'habitude d'être très critique sur tout ce qui se faisait. On va l'appeler le client de la 22. Toujours en train de se plaindre. Jamais content. Mais il revenait. Puis il se plaignait. Puis il revenait. Alors moi, ce que je lui ai proposé, je pense qu'il avait un biais d'interprétation. Il avait une mauvaise croyance. Il était là et lui, se plaindre, c'était sa norme à lui. Quand on est un enfant, on ne va jamais remettre en place un client. On va toujours lui dire « Ah, le client est roi, il a raison ». Non. Le client aussi a besoin d'être peut-être remis à sa place, mais intelligemment. On reste dans la posture adulte, que du respect, mais on va dire, écoutez, je pense que ce serait bien qu'on puisse se parler. Hein ? Ok. On parle. Les gens ont besoin aussi d'être accompagnés. Ils n'ont pas besoin d'être simplement répondus par un porteur d'assiette, pour revenir dans la caricature. Nous sommes des gens avec une habileté. On doit aussi, peut-être, d'une certaine façon, apprendre, pour ne pas dire éduquer certaines personnes à se tenir correctement et à respecter aussi les gens en salle à manger. J'ai eu un client qui avait une allergie au sésame. Il a une étudiante qui amène à la table du pain avec sans sésame, tout va bien. Et à un moment donné, pendant le repas, j'ai un autre étudiant qui ramène une corbeille de pain et il y avait du sésame dedans. Et il a décidé de lui parler en parent normatif. Mais vous faites mal votre travail, c'est pas comme ça qu'il faut faire, on vous a pas dit, je vais vous apprendre. Ok. L'étudiante, elle vient me voir, elle me dit, là, il est en normatif sévère. Il est même en autoritaire. Je dis, d'accord, retourne à la table. Elle retourne à la table, il recommence. Je suis rentré dans son champ de vision. Du parent normatif très sévère, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle, un costume, qui regardait. Il a changé tranquillement, il s'est dit « Oh, je suis peut-être pas trop à ma place là ». Ce qu'il faut apprendre, c'est à remettre l'autorité à sa place. L'autorité, c'est pas le client. Quand un service est bien fait, il n'y a pas lieu que le client prenne l'autorité. Ou alors, il n'est pas à sa place. Quand on est en salle à manger des vrais professionnels, il n'y a pas lieu que le client soit en parent normatif. On a une bonne cuisine, on a un bon service. Le client, il doit juste venir pour passer un bon moment. Si on le laisse venir en autorité, vous avez un gros problème. Mais un client, ça s'éduque. On va le chercher. Moi, ce que j'aime bien, c'est les bousculer. Je pense qu'il faut juste en disant, il faut qu'on se parle, le client, il va faire énormément de chemin dans sa tête. C'est un recadrage, tout simplement. Lui expliquer, voilà, ça se passe comme ça ici. S'il y a quoi que ce soit, ça me fera plaisir que vous venez me voir, parlez-moi. Et puis après, c'est moi qui trouverai la solution. Et les gens, quelque part, ils désamorcent parce qu'ils étaient mal habitués. Les gens on a besoin de changer les biais cognitifs des gens. Et les gens qui viennent avec des mauvais biais, une fois que vous leur parlez, vous pouvez même vous asseoir avec eux et prendre un café à part. Quand ils partent, je me mets de côté avec eux, puis après ils reviennent. Je pense qu'ils peuvent à leur tour vous aimer, parce que vous avez fait quelque chose qui prend du courage. Vous les avez recadrés. Donc vous avez changé leurs habitudes et leur perception va changer. À ce moment-là, ils vont dire
« Ah, monsieur Pelleven, vous n'êtes pas venu à ma table ce soir. Ah, j'arrive, je viendrai vous voir tout à l'heure. » Pourquoi ? Parce qu'on crée du lien humain. On a aussi des fois de temps en temps des gens à soigner qui ont des bobos. Donc, quand ils passent 2 heures avec nous, on va les aimer, ils vont apprendre à nous aimer, puis après on va collaborer ensemble. Est-ce que tu recommandes parfois de changer de serveur ou de serveuse à une table, ça se passe pas bien, tu sens que la relation est brisée, que ça se réparera pas, donc tu dis on va changer de serveur, ou c'est au contraire il faut insister avec le même serveur? J'ai jamais connu de cas de figure comme ça, j'avouerai. Et je pense qu'au contraire, quand il y a une difficulté par un apprenant avec un client, je pense que c'est un moment d'observation très intéressant. C'est peut-être soit il y a quelque chose qui le fait mal, à ce moment-là, on met le doigt sur quelque chose de difficile pour lui, parce qu'un apprenant peut arriver avec des croyances limitantes. Je ne sais pas faire, je ne pourrai pas. Et quand il se confronte, on va dire, par rapport à un client, à une difficulté de communication, c'est que lui, il a atteint peut-être la limite qu'il s'autorisait à avoir. Dans la mesure où il n'y a pas de vrai problème avec le client, mais que c'est lui qui a un problème avec ses croyances qu'il a sur lui-même, ça devient une opportunité. Un problème n'est un problème que s'il y a une solution, sinon c'est pas un problème. Donc je verrais plus ça comme étant un questionnement à avoir sur est-ce que tu n'as pas atteint la limite de quelque chose que tu dois déplacer ? Peut-être que tu as mis trop tes jugements et tes valeurs à toi en avant, alors que lorsque tu travailles, tu dois rester authentique, mais tu dois savoir laisser une partie de toi dans ton vestiaire, et quand tu mets ta cravate, tu dois aussi déterminer c'est quoi l'attente du client par rapport à ma fonction. Donc peut-être que c'est l'apprenant qui a été trop lui et pas assez la fonction. Donc il faut essayer de trouver un juste équilibre entre ma fonction me permet de, par rapport à ma personnalité, où je devrais apprendre à effacer certaines valeurs. Donc il faut être cohérent. Le client attend quoi de moi ? J'étais correct, il n'y a pas de problème. Si jamais ça vient du client, là par contre, ce n'est pas lui de changer. Là, c'est, je dirais, au responsable de salle à manger d'intervenir. Mais s'il fait son travail correctement, il n'a pas lieu d'être mis en retrait. C'est ça, quand tu dis un problème n'est un problème que s'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe ? On apprend. Là, tu penses à quoi ? Parce que moi, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, là, mais moi, je pense à un client, moi, j'en ai eu dans mes restos, c'est pour ça, qui manque de respect à une serveuse. Ok. C'est physique. Là, par contre, là, je suis méchant. Ah. Parce que il y a des limites à ne pas franchir. Le client n'est pas un roi. La maison n'est pas un terrain de jeu. Ah oui. La maison est une expérience avec les codes de la maison. Il y a une certaine acceptation des codes du client à condition que ce soit cohérent avec la maison. Après, c'est moi avec ma veste qui vais. Jamais, il y a certaines limites que je ne tolérerai. Si je dis au départ que je demande à mes étudiants d'aimer les clients doivent aussi les aimer. Ben oui. Parce qu'ils vont donner, ils vont effacer une partie de leur personnalité pour accompagner le client. Si le client n'est pas en harmonie avec ça, il n'est pas à la bonne place. Et un client qui veut gagner alors qu'il a tort, là, c'est à la direction de dire nous avons des valeurs. Si on commence à aller vers le bas, à quoi on va ressembler dans X temps ? Ce n'est pas au client de définir quel est l'ADN de la maison. Il y a une direction qui doit être établie, des valeurs qui doivent être défendues. Et par rapport à ça, quelqu'un qui ne correspond pas à notre clientèle, c'est votre autre clientèle qui va en subir les conséquences de « vous avez accepté ça ». Mais nous, ça ne fait pas du tout partie de l'expérience que l'on vient chercher chez vous. D'accord ? Donc, il faut défendre les valeurs et l'ADN de la maison. Est-ce que dans tes expériences de restaurants gastronomiques parisiens ou londoniens, il t'est arrivé justement d'avoir à mettre quelqu'un dehors ? Ah non. Non, parce que là, on parle vraiment d'extrêmes, de cas. Il faut vraiment aller loin. Parce que je pense qu'entre quelqu'un qui veut s'approprier l'espace avec ses codes à lui, ils peuvent arriver au départ par erreur à vouloir s'approprier, mais quelque part, on a quand même toute une graduation de correction possible à faire. On est quand même des gens du côté plutôt de la diplomatie que de la confrontation. La confrontation, c'est un cas rare et extrême auquel on souhaite ne jamais avoir affaire à faire. Ce qu'on veut, c'est être des diplomates.
On éduque nos jeunes, on a l'ADN avec des intentions et des objectifs précis. Un client qui arriverait par accident à vouloir bousculer, comme un client par exemple dans une salle à manger avec mes étudiants, il se sentirait de temps en temps comme un parfum d'autorité de dire ce sont des apprenants, est-ce qu'on peut les noter ? Je suis le professeur, je vais m'en occuper, vous, profitez de la soirée. Voilà. Écoute, on pourrait parler des heures et des heures. Malheureusement, c'est moi qui fais le montage. Donc, je vais devoir réduire. J'ai une question. Toi, tu l'enseignes ça. Est-ce que c'est écrit dans un livre ? Est-ce que c'est un livre, c'est quelque chose qu'on peut faire ? Est-ce que, imaginons, un restaurateur, il est là, il dit oui, tout ça c'est intuitif. Oui. Je veux avoir... C'est intuitif, il y a beaucoup d'expertise aussi. Il y a de l'expertise. C'est un ensemble de paramètres. C'est un ensemble de trucs. Et est-ce qu'à l'Institut, il y a une formation courte que les gens peuvent suivre pour comprendre, mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils savent, mais qui permettent à mieux canaliser cette énergie-là ? Et là, tu es en train de définir très exactement le mal-être qu'il y a dans nos salles à manger. On le sait, mais on ne le sait pas. Alors, pour rationaliser tout ça, là, j'ai marqué quelques points parce que j'en ai toujours plein la tête. Ah. Déjà, première matinée, tout commence par une intention. Question, qu'est-ce qu'une intention ? Quelque chose d'abstrait, d'obscur, d'inodore, d'invisible, d'inaudible, puis au plus profond de nous-mêmes. Mais une intention, j'aime bien l'idée de dire, vous avez un bateau qui doit partir du port, on lui dit, va par là. Il va y aller, il fera ce qu'il pourra. Mais avant de partir quelque part, pour être sûr d'arriver quelque part, il faut avoir une boussole. Une intention, ça vous donne une direction de tout ce que vous êtes. Vous arrivez, vous êtes maître d'hôtel, vous êtes chef de rang, vous êtes à l'accueil, vous allez apporter un café, tout commence par une intention. L'intention, c'est ce qui va se manifester par votre verbal, votre paraverbal, et par tout ce que vous allez dégager quand vous allez aller vers une table. Donc, c'est un objectif, en fait. Ouais, c'est une orientation. C'est le fameux panneau au bord de la route, c'est aller par là. Comment vous allez y aller ? Vous avez le volant, vous avez le clignotant, vous avez l'accélérateur, vous avez le frein. Vous allez mettre toute une mécanique qui va se mettre en marche. Vous amenez quelque chose à table, quelle est ton intention ? C'est des schémas mentaux. C'est ce que j'appelle des zones neuronales qu'il faut développer. Mon intention, c'est quand je vais faire ça, l'intention, elle est là. Hein. Je vais essayer d'en faire un mot, faire plaisir. Ok. Et avec ton verbal et ton non-verbal, tu vas tout faire pour nourrir et répondre à ton intention. Il y a l'intention. Il y a l'analyse transactionnelle, on en a parlé. Il y a le positionnement perceptuel. Là, on est dans la PNL, mais je sais qu'on n'a pas le temps de s'étaler là-dessus. Mais c'est encore une fois, on ne peut pas communiquer si on ne sait pas à qui on parle. Je vais faire une petite réplique de théâtre. Si je suis moi parce que tu es toi et tu es toi parce que je suis moi, tu n'es pas toi et je ne suis pas moi. Mais si je suis moi parce que je suis moi et tu es toi parce que tu es toi, là tu es toi et moi je suis moi. Ça veut dire qu'une interaction commence par justement le fait d'être perméable à l'autre. Et on va devenir, grâce à l'autre, un personnage. Et on devra le faire au pluriel en fonction de nos... C'était du Raymond DeVos, ça ? Non, c'est pas Raymond DeVos, c'est sa pièce de théâtre qui s'appelle Art. Qui est une très belle pièce de théâtre. On pourrait parler aussi du verbal, du non-verbal, aussi la pleine conscience avec les systèmes de pensée 1 et 2, que j'enseigne aussi. Je dirais que c'est un ensemble d'outils qui nous permettent de créer des zones neuronales qui, quelque part, de l'inconscient, on fait des choses, mais on ne sait pas exactement comment. Quand on fait le cours, on va passer dans la pleine conscience en mettant des mots sur des choses que l'on fait inconsciemment. À ce moment-là, on va commencer à les travailler consciemment et à les réintégrer. Et à ce moment-là, on va modifier notre inconscient puisqu'on l'aura nourri de la pleine conscience, où on va mettre des stratégies avec l'ensemble des outils de la communication. Alors, est-ce qu'un restaurateur quelconque a accès à ce type de formation ou pas ? Non. Est-ce qu'il y a des ressources, des livres, Non. Alors, à date, je dirais que ce cocktail très particulier qui vient de mon histoire dans la salle à manger où j'ai été... on m'a débauché plusieurs fois. On me disait, on voudrait que les autres parlent au client comme toi, tu parles au client. Tu dis non. Ok, non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, ça veut rien dire. C'est inconscient. Mais on n'est pas en train de faire une émission, là. On est en train de raconter une histoire. Quand on fait les choses
on vous demande de dire les autres doivent faire pareil que vous. Mais vous le faites, mais vous ne savez pas comment vous faites pour le faire, parce que c'est inconscient. Ça, Si t'es moi et que je suis toi, comment veux-tu que Ouais, mais ça, ce c'est- soit toi? ça, c'est nous dans le travail. Mais quand vous devenez professeur, on vous demande d'enseigner quelque chose qui a démontré que vous avez réussi. Ça veut dire qu'il va falloir rationaliser par l'écrit quelque chose que vous faisiez inconsciemment. D'où l'intérêt de ce cocktail magique, de dire je vais faire des cours à côté pour essayer de trouver à la fois appui sur des sciences existantes pour que ce soit défendable et à ce moment-là transférable dans l'industrie. Donc l'analyse transactionnelle et la PNL, c'est deux sciences qui m'ont permis d'avoir un alphabet pour pouvoir écrire ce que inconsciemment, par expérience, je faisais, pour que ça devienne conscient, donc on puisse en faire quelque chose qu'on puisse transmettre à des apprenants. Est-ce que ça existait avant? Non. Quand est-ce que tu écris un livre alors? Bah, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment... Tu peux poser les bases dans un livre, mais tout est sur la communication, mais puisque je veux le dire, PNL, c'est de la communication, Non, mais je c'est veux dire, de l'interaction. c'est passionnant. C'est ça, passionnant. c'est- Moi, le truc qui m'intéresse, c'est, je te le dis, ça résonne énormément, tout ce que tu dis, et le truc, c'est que j'ai l'impression que tout au long de ma carrière, j'ai appliqué ce genre de principe dont tu parles, Ouais. mais je sais pas ce que c'est. La PNL, j'en ai entendu parler, mais pas plus que ça. L'analyse c'est un groupe de transactionnelle, hip-hop j'en ai français. entendu parler, pas plus que ça. Et c'est des trucs qu'on a mis intuitivement et par l'expérience. Et c'est parce que nous, on aime tout ça, aimer les gens, tout ça. Mais si c'était structuré, si on donnait aux Exact. gens C'est ça. l'opportunité d'améliorer leur savoir, ça D'où- serait fantastique. D'où un livre. D'où un livre. Oui, Attends, et juste. des ateliers. Non, mais vous êtes en provocation. Et un cobaye, lequel? Top, top. Moi. Ok, non, pas tous les deux, je peux pas. lui. Bon, Moi, et lui. sans réfléchir, du tac au tac, tes yeux te servent à Voir, ton nez, à sentir, les oreilles. à écouter, mais je suis sourd. Ok, bah, moi aussi, d'une oreille, la bouche. Alors à la bouche plusieurs fois, à embrasser. Regarde, non, à goûter, tais-toi. Puis avec les mains, tu peux toucher les choses. Ok, tu sais une chose, t'es un mauvais élève, t'as tout faux. Tu vois pas avec les yeux, tu sens pas avec le nez, tu n'entends pas avec les oreilles, tu ne goûtes pas avec la bouche. Tu perçois les choses. La vérité, c'est que entre ce que tu perçois et ce que ton cerveau en fait, il y a les biais cognitifs. Et pour montrer jusqu'où on peut pousser l'expertise avec la PNL, c'est qu'on doit adapter notre choix de mots par rapport à ce que l'autre perçoit du monde. Je vous fais une démo. Vous avez une table. J'ai un photographe. Comment perçoit-il le monde? Avec ses yeux. J'ai un mélomane. Comment perçoit-il le monde? Avec ses oreilles. J'ai un parfumeur. Vous l'avez. Ça veut dire que ces gens-là, quand vous leur parlez, au-delà du verbal, du non-verbal que l'on peut utiliser, vous pouvez parler d'un vin de différentes façons. Parlez-moi d'un vin de façon visuelle. Quand vous parlez du visuel d'un vin, de l'olfactif ou du gustatif, n'utilisez que des termes olfactifs pour le parfumeur, que visuel pour le peintre ou le photographe. Mettez-moi que des mots qui définissent le son pour parler de ce que vous voyez, vous sentez et que vous goûtez. On peut aller très très loin dans l'écriture de la communication. Par exemple, un étudiant, quand on fait un briefing, quand on lui donne un plat, le cuisinier va me donner une fiche technique. Tac, 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 tac. C'est pas humain. L'étudiant doit me définir un plat ou un vin à la fois avec des termes visuels et gustatifs. Pourquoi? Parce que les gens perçoivent beaucoup plus le monde avec les yeux et avec la bouche quand on parle d'un repas. C'est pour ça que je leur demande de parler au pluriel. Parce que quand on parle au pluriel, regardez, un pinot noir est un vin léger et délicat. Il y a des mots. Ils sont appuyés par le verbe, par le geste, par le regard. Parce que si je vous avais parlé d'un cabernet franc puissant et charpenté, pour que le client puisse comprendre, on est d'accord que vous avez mis du non-verbal. Et vous toucherez plus facilement le client en parlant au pluriel, donc en visuel et donc en auditif. Mais après, on peut parler en fonction des clients avec des termes qui correspondent à... Vous avez observé votre client, comment perçoit-il le monde? Donc utilisez des mots qui correspondent à sa lecture du monde. Et j'ai eu peur parce que quand tu as dit il faut parler au pluriel, j'ai cru que tu allais me dire alors ils vont bien. Ah, je supporte pas quand un serveur me dit alors ils vont bien. Non, non, non. Ah, Ou même il va bien. Il va bien. Comment il va aujourd'hui? Ah, c'est insupportable. Ça passerait pas.
Ah, c'est Vous avez compris insupportable. Et qu'avec... ça arrive tellement souvent. Non, mais ça, c'est pareil. Ça, c'est les phrases de suivi. Aussi, je fais un atelier dessus. Et je préfère me servir plutôt de dire, parlez-moi, par exemple, de l'évolution par rapport à la montée de la température de la bouteille de vin, qui en début de repas est à température de cave. On vous parle du vin, on vous parle d'arôme, de texture, de conversation avec la bouteille. On vous la sort température de cave, on vous la fait goûter, on vous demande, alors, le vin n'est pas bavard, il est inhibé par la fraîcheur. On parle d'un vin rouge. Profitez que le temps passe, c'est au moment du plat principal. Allez voir le client, on va montrer une marque d'intérêt au client. Maintenant que le vin est monté en température, les arômes se sont révélés, tient-il les promesses de la conversation dont on avait donc envisagé? Peu importe, on va voir si c'est de l'olfactif ou du visuel. L'idée, c'est d'accompagner le client et ne pas dire ce dont à quoi il s'attendait à voir. Vous êtes maître d'hôtel, vous parlez en maître d'hôtel. On le savait. Mais si vous aimez les gens, ça prendra une toute autre couleur. Donc c'est d'être capable d'être relié directement avec l'humain. C'est faisable. C'est faisable. Et dans toutes les industries et tous les commerces. J'ai eu l'occasion d'être appelé par un banquier d'affaires. Lui savait parler de business, d'argent, mais il ne savait pas parler aux clients. On m'a demandé exactement ce qu'on fait là, de lui apprendre. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un le temps que vous n'avez pas son intention. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il faut déjà qu'il ait envie de vous écouter. Donc c'est la façon dont vous parlez qui fera qu'on va vous écouter ou non. Donc ces exercices-là, c'est transférable dans tous les commerces que vous voudrez. Donc voilà. La relation humaine. Ouais, encore une fois, il y a l'IA, mais on a oublié de développer, et Dieu sait que les gens en ont faim, on a faim d'être aimé. C'est toujours pas un gros mot. Et en parlant de faim... Ah ouais, on est fort là, on est fort. Attends, moi je vois le temps qui défile et je me dis oh là là, si ça continue. C'est incroyable. C'était super. Avec plaisir, avec plaisir. Moi je rêve quand même à des ateliers pour des gens qui ont de l'expérience et qui ont besoin de remettre des mots et les reprogrammer neurolinguistiquement. Remettre l'humain sur la carte. Voilà. Ouais. Super, merci beaucoup pour cette conversation. Merci à toi, aussi à chère vous. auditrice, chère auditeur, de nous avoir écoutés. J'espère que tu as apprécié ces mots de Thierry autant que nous. Ouais. Merci à toi. Reste dans le jus. Ciao. Ciao, ciao. Ok, bye bye.